Le Canon EOS R, tout le monde en parle, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand monde qui ont eu la chance de le voir. On avait jusqu'à maintenant une feuille de spec. Depuis hier, on peut avoir accès au manuel d'instruction. Alors à l'heure où je parle, il n'est pas encore sur le site français, mais je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse d'aller voir ce manuel. En attendant, on va regarder, moi je me suis tapé les 600 pages, donc on va regarder des points importants que j'ai relevés. Je vais vous montrer des choses sur les configurations en photo, en vidéo, la taille des fichiers vidéo aussi, ce qui est important, le HDR, enfin plein de choses, des petits détails parfois, mais qui peuvent faire la différence. Et aussi, bien sûr, des petites lacunes qu'on peut repérer dans le manuel et qu'on ne voit pas forcément dans les specs. Alors on va pas regarder les 600 pages, mais déjà au global, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas repéré de manque par rapport au 5D Mark IV. J'ai le 5D Mark IV depuis sa sortie, je l'utilise régulièrement, j'ai pas comparé page à page, mais j'ai pas repéré de manque dans la configuration possible. Donc ça c'est intéressant parce que parfois on a des boîtiers qui sont techniquement identiques, mais sur un boîtier on va pas avoir toutes les options de configuration. Là, sur ce que j'ai vu, c'est pas le cas. On a toutes les configurations possibles et plus, puisqu'on a des configurations liées à ce nouveau boîtier et au fait que ce soit un mirrorless. À l'exception, bien sûr, de l'enregistrement sur 2 cartes mémoire, puisque là on a un seul slot de carte SD et c'est bien ce qui pêche pour une utilisation en photographie professionnelle. Alors je prends le manuel dans l'ordre des pages. Première chose, la protection des connecteurs, elle est livrée avec, donc on risque moins d'endommager les connecteurs de la caméra quand on connecte et on risque pas d'arracher le câble et d'arracher aussi les connecteurs de l'appareil par la même occasion. Ensuite, la fameuse barre tactile dont on a parlé dans la vidéo précédente, elle est inactive quand on reçoit l'appareil. Il faut l'activer si on veut l'utiliser. Et ensuite, on a 3 types d'actions qui peuvent être faites, soit par la flèche de droite, soit par la flèche de gauche, soit en glissant. Et ensuite, il faut configurer soi-même les différentes actions sur les différentes fonctions. Toutes les fonctions ne sont pas accessibles, mais ça, on va voir ça un peu plus tard. Ensuite, concernant le crop en photo. Le crop en photo, il est obligatoirement de 1.6 lorsqu'on monte un objectif EFS. Par contre, on peut monter des objectifs EF. Et on peut ne pas avoir de crop, ou alors on a un crop optionnel qui est de 1.6. Mais en photo, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, parce qu'on peut toujours recadrer dans son logiciel de retouche, dans Lightroom ou dans un autre logiciel. Donc, on a la possibilité de faire des photos croppées. Voilà. Et on va aborder un point très important, qui est la configuration de la vitesse minimale d'obturation en ISO auto, lorsqu'on est en priorité à l'ouverture. L'appareil va mesurer la quantité de lumière dont il a besoin et il va baisser la vitesse pour avoir la bonne exposition. Mais au-delà d'une certaine vitesse, quand on descend trop, on risque d'avoir du flou de bouger. Avec cette configuration de la vitesse d'obturation minimale en ISO auto, on peut éviter ce problème au maximum. Donc on va pouvoir lui donner soit une vitesse fixe en deçà de laquelle il ne faudra pas descendre, soit une vitesse en automatique. La vitesse en automatique est calculée par rapport à la distance focale de l'objectif qui est monté sur le boîtier. Il applique la loi inverse de la focale, donc si on a un 50 mm, il va se mettre en vitesse minimale à 1/50 de seconde. Si on a un 100 mm, il va se mettre en vitesse minimale à 1/100 de seconde. Mais dans la configuration, on peut moduler ça. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, si on se sent très stable, si on pense qu'on est très stable, ou si on a un objectif stabilisé, on peut dire, moi je pense qu'on peut descendre un peu plus bas que la vitesse de la loi inverse. Ensuite, si par contre, on risque d'avoir des flous de bouger facilement, on peut lui demander de calculer sa vitesse en automatique en étant un peu plus haut que la loi inverse de la focale. Donc quand on est en ISO auto, et en priorité à l'ouverture, il va baisser la vitesse, mais il va s'arrêter à ce minimum, et après, il va monter les ISO. Tout ça se fait automatiquement et instantanément. L'appareil voit qu'il n'a pas assez de lumière quand il est à la vitesse minimale, donc les ISO montent directement à la valeur nécessaire. S'il n'y a vraiment pas assez de lumière,
et qu'on dépasse les capacités en ISO de l'appareil, il va commencer à baisser la vitesse d'obturation en deçà de la vitesse minimale qui a été paramétrée. Et là, on va avoir un risque de flou de bouger. Mais on aura quand même une photo. Lorsque l'on est en mode manuel en photo, on peut utiliser la compensation d'exposition avec les ISO auto. Ça, c'est pas disponible sur tous les appareils. Donc voilà une option qui est intéressante, qui a aussi sur le 5D Mark IV et qui est maintenue sur ce boîtier. Lorsque l'on est en AF servo, donc en autofocus continu, la rafale est limitée à 5 images par seconde. On l'avait dit déjà dans la précédente vidéo, c'est confirmé par le manuel. Ensuite, lorsqu'on va faire des photos au flash, la rafale est limitée à 3 images par seconde. C'est pas forcément un handicap pour tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a des flashs qui sont rapides et qui ont des temps de recharge aussi rapides que ça. Le High Speed Display permet l'affichage rapide sans blackout pendant les rafales. Et bien dans le manuel, on voit qu'il est apparemment disponible seulement avec les objectifs RF, les nouveaux objectifs. Si on shoot avec des objectifs EF, on risque d'avoir quelques blackouts. Il faudra vérifier à l'utilisation pour voir si c'est vraiment gênant ou si c'est quelque chose de très acceptable, comme on peut avoir sur un réflexe quand l'obturateur s'ouvre et se ferme. Le mode shooting silencieux n'est pas disponible pendant la rafale ou pendant l'usage d'un flash. C'est ce qui est marqué dans le manuel. Alors, je sais, tout le monde dit qu'il va y avoir une mise à jour firmware pour modifier ça. Il n'y a pas d'infos officielles écrites de Canon, mais apparemment Canon leur a dit à plein de personnes avec qui ils auraient été en contact, donc on peut espérer qu'il y aura une mise à jour firmware, mais il faut attendre et voir, parce que des fois il y a des choses qui sont des bruits de couloir, et puis après on peut être déçu. Pour faire des pauses longues, on va pouvoir se mettre en mode bulb, et on va avoir la possibilité de configurer un temps de pause en mode bulb. Il n'y a pas d'intervallomètre intégré au boîtier. Par contre, on a le bulb timer. Et puis on verra aussi qu'on a du time-lapse. Passons maintenant au mode HDR. Le mode HDR permet d'enregistrer à la fois les 3 images qui sont prises pour créer l'image HDR et la photo HDR. Ensuite, lorsqu'on filme en 4K, on va pouvoir extraire des images 8 et quelques millions de pixels de son film. Donc si on est en 4K à 30 images secondes, on va avoir potentiellement 30 images de 8 millions de pixels utilisables. Parlons du crop en vidéo. On sait qu'on a un crop d'environ 1,7 obligatoire en 4K. On a aussi un crop obligatoire si on utilise des objectifs EFS qui sont faits normalement pour les appareils APS-C. Mais ce que je ne savais pas et que j'ai découvert dans le manuel, c'est qu'on peut avoir aussi un crop volontaire, optionnel, si on utilise des objectifs EF lorsqu'on filme en Full HD. Donc en Full HD, si on veut, si on a envie, on peut cropper dans l'image. Alors ça peut être intéressant pour avoir un grossissement supplémentaire. Ça donne en quelque sorte une extension à la distance focale de l'objectif qu'on a sur l'appareil. Ça peut être une option qui apporte quelque chose. On voit aussi dans le petit carré bleu en bas que si on utilise des objectifs EFS, on ne pourra pas faire du Full HD à 60 ou 50 images secondes. Et on ne pourra pas faire du high frame rate, c'est-à-dire du 120 ou du 100 images secondes en 720p, on ne pourra pas avec les objectifs EFS. En high frame rate, justement, on voit sur cette page qu'on n'aura pas du tout d'autofocus et qu'on peut shooter au maximum 7 minutes. Donc il faudra soit faire du focus manuel, soit avoir une très grande profondeur de champ. Toujours en vidéo, pour le son, on voit qu'on a un système d'atténuation des bruits trop forts. Alors il faut voir si c'est efficace. Mais ça peut être pas mal. Si on a un bruit violent d'un coup, le bruit est atténué. Si on filme en ISO auto, c'est pas toujours conseillé, rarement conseillé. Si on filme en ISO auto, on peut utiliser la compensation d'exposition. On le voit dans le grand carré bleu là. On peut pas faire de photos pendant les vidéos, il y en a qui aiment bien, mais là on peut pas. La 4K, le Full HD et la HD sont en 4.2.0 si on enregistre en interne sur la carte SD. La stabilisation digitale, puisqu'il n'y a pas d'IBIS. Donc il y a une stabilisation digitale qui peut être réglée sur 3 niveaux, soit désactivée, soit activée, soit un niveau élevé. Alors le niveau élevé va cropper beaucoup, le niveau activé va cropper un peu, et le niveau désactivé va pas cropper du tout, bien sûr. Il faudra tester son efficacité. Moi, ce que je pense, c'est qu'en niveau activé, donc le niveau moyen,
On pourra sans doute l'utiliser pour tenir des images stables, mais pas pour faire des mouvements de caméra, parce que là souvent on voit des défauts sur les bords de l'image qui sont créés par le calcul digital qui est fait. Mais on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas testé, il faudra vérifier tout ça. Le timelapse movie, comme son nom l'indique, c'est un timelapse mais qui crée seulement un fichier vidéo. On n'aura pas toutes les images. Il peut être en 4K, en Full HD, à 30 images secondes ou à 25 images secondes. Cette option existe toujours d'ailleurs sur le 6D Mark II. J'ai vu des commentaires d'utilisateurs de cette option et qui font vraiment des timelapses intéressants. Apparemment cette option sur le 6D Mark II est vraiment très bonne. Ça permet de faire des choses de qualité. Ça ne sera jamais la qualité d'un traitement de timelapse, un vrai timelapse avec des photos en RAW qu'on va traiter dans Lightroom et ensuite on va créer un timelapse. On va pas pouvoir obtenir la même qualité. Parlons maintenant du Canon Log. On a le choix entre 8 bits et 10 bits. Mais 10 bits, ce sera seulement si on a un enregistreur externe et on va pouvoir enregistrer en 422 10 bits. Et si on veut enregistrer en interne sur la carte SD, là, on aura seulement 8 bits en 420. Mais on peut aussi enregistrer en 8 bits sur un enregistreur externe. On a aussi la possibilité de paramétrer la netteté, la saturation et la teinte du Canon Log. Pour sélectionner ces points d'autofocus, on a la possibilité d'utiliser l'écran. Canon appelle ça le touch and drag et on peut configurer des zones sur l'écran qu'on va utiliser pour effectuer cette sélection. Il y a aussi sur cet EOS R des outils pour faire le focus manuel. Il y a bien sûr le focus picking, mais il y a aussi le focus guide. Le focus guide, c'est un outil qu'on retrouve sur certaines caméras cinéma et qui permet de voir quand on s'approche du point de focus. Il y a deux petits curseurs qui se rapprochent et quand on est en focus, ils se touchent. C'est intéressant pour faire un focus progressif et ne pas dépasser le point de focus. Le risque quand on fait un focus manuel, c'est de dépasser un peu le point, revenir en arrière et de suite ça se voit. On a un grand nombre de paramètres de configuration de l'autofocus. On peut configurer la sensibilité et la vitesse du tracking par exemple. Toutes ces configurations peuvent nous permettre de régler au mieux l'autofocus en fonction du sujet qu'on a à traquer. La barre tactile, malheureusement, toutes les fonctions ne sont pas contrôlables par cette barre tactile. Vous trouverez dans le petit tableau à côté les fonctions qui peuvent être configurées sur cette barre. Ça peut être un moyen intéressant. J'espère que c'est pas trop sensible et qu'on va pouvoir contrôler exactement ce qu'on fait avec cette barre. Ensuite, on voit ici la taille des fichiers en enregistrement vidéo, en 4K dans la meilleure qualité. On va avoir une durée de 35 minutes pour 128 Go. Ça reste des gros fichiers et c'est sûr qu'en 4K, il vaudra mieux privilégier un enregistreur externe. Ou alors, il faut avoir plein de cartes à utiliser et à changer toutes les 35 minutes. Voilà, il y a encore plein de choses dans ce manuel, bien sûr. On ne peut pas tout voir. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Vous pouvez aller voir le lien pour consulter le manuel si vous avez le courage. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si je peux mettre la main sur un appareil au plus vite, on fera un test. À très bientôt, merci, à très bientôt sur PixenLight.